C'est un inhibiteur donc de la croissance des plantes. Alors une fois que on a le comparatif des gaz les uns avec les autres, on peut représenter... Oui. Parce que c'est un inhibiteur de la croissance des plantes. Puisque c'est un effet constaté. Vous savez, le pourquoi, c'est toujours un comment qui se ramène au pourquoi de la fois d'avant. Donc en fait, ça inhibe je ne sais pas trop quelle réaction dans la photosynthèse. Voilà, mais c'est un inhibiteur de la croissance. Une fois donc qu'on a l'élément de comparaison sur les gaz entre eux, on va pouvoir commencer à représenter les gaz à effet de serre sous forme, enfin les émissions plus exactement sous forme de camembert. Alors les camemberts, il y en a plein. Vous pouvez représenter par gaz, vous pouvez représenter par source, vous pouvez représenter par pays, tout gaz confondu, etc. Alors je vais vous proposer un certain nombre de camemberts et je vais commencer paradoxalement, pas par le camembert dans lequel il y a les gaz les uns par rapport aux autres ou, vous verrez ça après, mais je vais commencer par un camembert dans lequel j'ai attribué les émissions de gaz à effet de serre, tout gaz, donc à la fois le CO2, le méthane, etc., à un certain nombre de secteurs d'activité. Hein. Donc la totalité des activités fait 100% de ce qu'on fait, et je décompose ça d'une façon que j'espère parlante. Méthane émis par les mines de charbon inclus, donc c'est vraiment une vue globale. Les centrales à charbon représentent aujourd'hui dans le monde 20% des émissions planétaires. Dit autrement, une tonne équivalent CO2 sur 5, ce qu'on appelle, comme tous les gaz sont ramenés au CO2 avec le PRG, vous êtes d'accord avec moi que tous les autres gaz se comptent en équivalent CO2. Oui. Du coup, là, pour le PRG, vous avez pris à 100 ans. À 100 ans. Ça veut dire qu'une tonne équivalent CO2 sur 5 émise dans le monde vient d'une centrale à charbon ou de sa chaîne d'approvisionnement. 1 sur 5. Après, vous avez des centrales à gaz et à fioul, alors ça c'est essentiellement gaz, qui représentent de l'ordre de 7% des émissions planétaires, en ce compris les émissions de méthane qui sont occasionnées par la chaîne gazière à l'amont. En rajoutant les combustibles utilisés par les cimenteries, la production de ciment, c'est 6% des émissions planétaires. Retenez que les émissions françaises, c'est 1,5%, si vous voulez avoir une base de comparaison pour tout ce que je suis en train de vous raconter. Voilà, ça vous donnera une petite idée. Le reste de l'industrie, c'est 12. Alors là-dedans, c'est les émissions directes. Je n'ai pas compté les émissions de la production électrique utilisée par l'industrie. Si je rajoute la production électrique utilisée par l'industrie, la part de l'industrie passe de 12 à probablement, pour cimenterie incluse, pardon. Donc ça veut dire passe de 18 à quelque chose qui se balade aux alentours de entre 25 et 30. Parce qu'une bonne partie de l'électricité passe évidemment dans les processus industriels. Donc là, vous avez 12, dans lesquels les aciéries représentent à peu près 4. Sachant qu'à peu près la moitié de l'acier produit dans le monde sert à faire des bâtiments et des infrastructures genre ponts, etc., et que la totalité du ciment sert à faire ça, ça veut dire qu'en gros, construire des bâtiments et des ponts sur Terre, c'est un petit 10% des émissions planétaires. Hein, donc là, vous retrouvez aussi un élément de croissance démographique. S'il y a plus de monde, on fait plus de bâtiments. Voilà. Le chauffage des bâtiments représente 6% des émissions. Alors vous allez me dire, comment seulement 6% des émissions? Tout à l'heure, on a vu sur le graphique de la France que, etc. Alors oui, seulement 6% des émissions, pourquoi? Parce qu'une bonne partie des bâtiments dans le monde n'ont pas besoin d'être chauffés. Si vous avez un bâtiment dans le sud de la Californie, son problème, c'est pas vraiment d'être chauffé. Si vous avez un bâtiment à Singapour, son problème, c'est pas vraiment d'être chauffé. Si vous avez un bâtiment à Lagos, son problème, c'est pas vraiment d'être chauffé. Son problème, par contre, est éventuellement d'être climatisé. Et à ce moment, les émissions de la climatisation, vous les avez pas là, parce que c'est pas une chaudière, vous les retrouvez là et là, puisque c'est des émissions de la production électrique. Hein. Mais sur le chauffage direct, une bonne partie des bâtiments dans le monde n'en ont pas besoin. Ensuite, là où vous avez du chauffage, en France, vous n'avez pas cette part-là très importante, parce qu'on a très peu de centrales à charbon.
Vous avez une part ici qui est plus faible parce qu'on a fini de construire nos infrastructures et on construit à un rythme moins effréné que dans les pays à forte croissance démographique. Donc la part des cimenteries est plus faible, etc. Donc par un effet de part de camembert plus petite à un certain nombre d'endroits, eh bien les autres parts sont corrélativement plus grosses. Mais c'est juste pour montrer que les parts peuvent varier beaucoup en fonction des pays. Après cette très belle part rose, c'est les transports. Alors dans les transports, la flotte mondiale de voitures, c'est aux alentours de 6. La flotte mondiale de camions, c'est aux alentours de 4. La flotte mondiale de bateaux, alors quand je dis 6, c'est peut-être 7, mais cet ordre-là. La flotte mondiale de bateaux est aux alentours de 2, et la flotte mondiale d'avions est aux alentours de 2 aussi, hors gaz, hors CO2, mais j'ai pas le temps d'en parler pendant ce cours. Donc retenez 2. Ce que vous voyez donc à ce stade, c'est que par exemple, dans les usages de type machine, eh bien, le parc mondial de cimenterie, c'est le même problème que le parc mondial de voitures, donc on n'est pas en train de parler d'un truc totalement anecdotique. Le parc mondial d'aciérie, c'est le même que le parc mondial de camions. Ce que vous voyez également, c'est que les centrales à charbon, c'est plus important que la totalité des moyens de transport dans le monde, si je regarde les émissions. Voilà, donc là, vous commencez à avoir une base de comparaison qui vous dit, si j'ai envie de m'occuper du problème, où est-ce qu'il faut que je tape? Et vous voyez que c'est pas juste, on va supprimer les voitures et on s'arrête là. Ce problème est plus compliqué que ça. 20% de nos émissions, c'est le fait de manger. Donc c'est essentiellement des gaz hors CO2. Donc là-dedans, vous retrouvez les vaches, le reste du cheptel ruminant, mais qui est plus minoritaire, les rizières, voilà, les émissions et le protoxyde d'azote des champs. Et également de CO2 des tracteurs, mais qui est totalement minoritaire. Après, vous allez avoir la déforestation. Alors la déforestation, comme je disais tout à l'heure, est un processus amont de l'activité agricole, ce qui veut dire que le fait de manger au sens large, c'est plutôt 30% des émissions planétaires. Et enfin, ici, vous retrouvez des trucs divers, donc par exemple, la gestion des déchets, donc par exemple, les fuites de chaînes du froid, donc, etc. Enfin, tout un tas de bricoles diverses et variées. Donc voilà, ça c'est une manière de présenter les émissions de gaz à effet de serre. Vous les présentez là par grand ensemble d'émissions directes. En France, voilà à quoi ça ressemble. Alors vous voyez que les parts de camembert, on retrouve les mêmes parts de camembert, mais d'abord pas présentées de la même manière. Donc vous allez trouver le transport qui arrive en tête, ensuite les bâtiments et l'agriculture, ensuite les bâtiments, l'agriculture et l'industrie à peu près à parité, et enfin le secteur énergétique, lui, il est petit, parce que encore une fois, la production électrique au charbon, on en a très peu, et c'est ça qui fait l'essentiel de la différence. Alors vous avez une autre manière de présenter les émissions de gaz à effet de serre, qui sont les émissions qui sont issues de notre empreinte carbone. Alors notre empreinte carbone, c'est quoi? C'est par opposition aux émissions qui sont dites territoriales, c'est-à-dire les émissions qui viennent de la France, les émissions qui sont la contrepartie de ce qu'on consomme. Quand vous regardez les émissions présentées comme ça, c'est les émissions qui prennent place sur le sol français. Or, les vêtements que vous portez, par exemple, il y en a beaucoup qui ont été made in ailleurs. Donc, la fabrication, par exemple, si vous portez, comme je vous l'ai évoqué au premier cours, des fibres synthétiques, ces fibres synthétiques, une partie des émissions viennent d'ailleurs, il a fallu extraire du pétrole et il a fallu commencer à craquer les molécules de pétrole, faire du plastique, puis transformer, polymériser les monomères, puis etc. Enfin tout un tas de trucs. Une partie n'a pas été faite en France. Hein, donc toutes les fibres en polymachin chouette, les émissions n'ont pas été faites en France. Si vous achetez aujourd'hui un ordinateur, cet ordinateur n'a pas été fait en France. Donc les émissions de production de cet ordinateur sont essentiellement des émissions extraterritoriales. Si vous achetez des tomates espagnoles en cette saison, ce qui est très mal, parce que ça pompe les nappes phréatiques, peu importe, à ce moment, vous avez acheté des tomates qui ont engendré des émissions, par exemple pour actionner les pompes, par exemple pour enrichir les serres en CO2, parce qu'il se trouve qu'il y a des serres qui sont enrichies en CO2 pour que les tomates poussent plus vite, donc on brûle du gaz pour enrichir les serres en CO2. Tout ça n'a pas nécessairement pris place en France. Etc., etc. Donc en gros, et puis si vous achetez une voiture qu'un constructeur, même français, a fabriquée en Roumanie ou au Maroc,
eh bien, les émissions correspondantes n'ont pas non plus pris place en France. Donc, dans la vision des émissions territoriales, vous ne regardez que ce qui est fait en France, mais ça ne correspond pas nécessairement à ce que vous allez acheter ou consommer. Ça ne correspond pas nécessairement à ça. Ça correspond à ce qui s'est passé chez nous. Et corrélativement, une partie des émissions qui se passent chez nous sont au service de quelque chose qui va être consommé à l'extérieur. Par exemple, quand vous fabriquez un Airbus chez nous, eh bien, les émissions de fabrication de l'Airbus sont normalement, dans une vision consommation, elles sont à imputer à la compagnie aérienne qui va vous acheter l'Airbus, qui n'est pas nécessairement une compagnie française et même essentiellement pas une compagnie française. Quand vous faites du vin, alors c'est pas très riche en CO2 la fabrication du vin, mais un peu quand même. Il faut faire la bouteille, il faut la balader en camion, etc. Il faut faire passer des tracteurs. Eh bien, cette bouteille de vin, si elle est exportée, ça c'est des émissions qui ont lieu en France, mais c'est pas vous qui allez vous régaler en buvant la bouteille. D'accord ? Donc, les émissions territoriales, c'est les émissions de ce qui se passe en France. Dans une vision consommation, on utilise quelque chose qui s'appelle l'empreinte carbone, que vous voyez ici, et qui, elle, correspond aux émissions qui ont pris place pour que vous puissiez bénéficier du produit ou du service que vous allez utiliser. D'accord ? Les émissions domestiques d'un Français, si je reprends la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, celle qui est... pardon. Si je reprends cette courbe-là et que vous divisez par la population, vous allez tomber sur le chiffre de un peu moins de 6 tonnes de CO2 par Français et par an. Juste pour le CO2. Si vous rajoutez les gaz hors CO2, vous allez plutôt tomber sur 8. Ces 6 tonnes correspondent aux émissions domestiques. Là, sur la vision que je vous propose de l'empreinte carbone par Français, vous voyez que le total fait plutôt 10 quelque chose, 11. Donc on est au-dessus des 8 que j'ai évoqués tout à l'heure. La différence, c'est quoi? C'est les émissions qui ont pris place à l'extérieur du pays et qui correspondent aux biens de consommation qu'on a importés pour pouvoir les consommer chez nous. Donc la vertu climatique de la France, il y a évidemment une question qui se pose, c'est est-ce qu'elle s'apprécie au regard de nos émissions territoriales, donc on dit chez nous on n'émet pas beaucoup, ou est-ce qu'elle s'apprécie au regard des émissions de la consommation, et à ce moment on devrait pouvoir dire ce qu'on consomme chez nous, ça émet pas beaucoup. Et c'est un peu différent. Oui ? Alors l'empreinte carbone de la Chine en termes d'émissions domestiques est devenue maintenant sur le CO2 est devenue un peu supérieure à celle de la France. Par contre, comme vous le savez, si vous lisez les démêlés récents des Chinois avec M. Trump, une partie de l'empreinte carbone de la Chine sert à l'exportation. Donc en vision consommation, les Chinois sont en dessous de nous. En vision territoriale, ils sont maintenant légèrement au-dessus des Français. En dessous des Européens encore, mais pas beaucoup. Alors dans cette vision territoriale, je le redis, vous prenez les émissions domestiques, vous enlevez ce qui sert l'exportation, vous rajoutez ce qui sert l'importation, en gros. Donc on passe de 6 à 8 à 10, et alors ce que vous voyez sur la décomposition de ce graphique, finalement, c'est d'où viennent, à quels actes de la vie courante sont associées les émissions que nous avons aujourd'hui. Et finalement, ça pose la question de le citoyen consommateur électeur, où est-ce qu'il va devoir faire des efforts seul ou en association avec les gens qui lui ont fourni les produits ou services pour que les émissions baissent, hein? C'est ça la question. Alors les émissions en France, une première partie vient du fait qu'on construit des logements. Vous savez que chaque année on construit des logements, on en construit quelques centaines de milliers. Alors évidemment, chaque personne ne se fait pas construire un logement chaque année. Alors, ça marche peut-être pour quelques émirs du pétrole, mais le français ordinaire, ça marche pas comme ça. Par contre, chaque année en France, vous avez quelques centaines de milliers de logements qui sont construits. Et si je dis rapporté aux Français, je regarde ce que ça représente comme émission, eh bien en gros, ça représente quelques centaines de kilos de CO2 par Français et par an, c'est-à-dire la construction en gros de 1 à 1,5 mètres carrés par Français et par an. Hein? Les émissions de construction d'un logement, c'est quelques centaines de kilos de CO2 par mètre carré.
hein, selon ce que vous faites, en logement individuel, en logement collectif, etc. Disons que ça se balade entre 200 et 400. Donc vous voyez, quand vous faites construire une maison ou un appartement de 100 mètres carrés, eh bien c'est d'un seul coup d'un seul 20 à 40 tonnes de CO2 qui partent dans l'atmosphère. Alors ces 20 à 40 tonnes de CO2, ça vient d'où? De l'acier qu'il faut fabriquer pour faire les fers à béton, du ciment qu'il faut fabriquer pour faire le béton, du plastique qui va servir dans tout le bâtiment, les encadrements de fenêtres, les bâches que vous mettez par terre, l'étanchéité de la maison, enfin, ou de l'appartement, enfin vous avez du plastique partout dans le bâtiment. Des tuiles, des briques, enfin bon bref, etc. Donc un Français, une année, 1,5 mètre carré en ordre de grandeur, voilà. Après, vous avez un deuxième élément qui est le confort thermique et le confort énergétique du logement. Confère ce que je vous ai dit au moment du premier cours, bien qu'on dise que la France est un pays tout nucléaire, nous utilisons 4 fois plus d'énergie sous forme fossile dans le chauffage des bâtiments que d'énergie électrique. 4 fois plus. Donc, une bonne partie des émissions de CO2, enfin de gaz à effet de serre, mais là en l'occurrence c'est essentiellement du CO2, que vous allez avoir dans les logements, vient du chauffage, qui est fait en utilisant du gaz et du fioul. Ça, c'est la partie hors chauffage qui, pour le coup, est purement électrique. Alors, en France, nous avons un facteur d'émission de l'électricité qui est très bas, même en tenant compte des importations, parce que de temps en temps, on importe un peu d'électricité. Si nous étions en Pologne, ce petit morceau-là, il ferait quelle taille? Par rapport à celui-là, ça doublerait, ça quadruplerait, ça sextuplerait, ça décuplerait ça... Alors, en gros, ça octuplerait, je ne sais pas si ça existe, ça serait multiplié par 8 à 10. Donc, cette barre-là serait supérieure à cette barre-là. Donc ça, c'est une des caractéristiques de la France, qui, comme vous le savez, a une électricité qui est peu carbonée. Si vous allez en Suisse, si vous allez en Suède, si vous allez en Norvège, vous allez retrouver une proportion, exactement une importance de la consommation d'électricité dans les logements, dans l'empreinte carbone globale, qui va être aussi raisonnablement faible. Hein. Par contre, si vous allez dans des pays dans lesquels l'électricité est carbonée, et a fortiori des pays dans lesquels, en plus du chauffage, vous avez de la climatisation, typiquement vous allez dans un climat continental au milieu des États-Unis, on crève de froid l'hiver, on crève de chaud l'été, là vous allez avoir, et en plus leurs maisons sont mal isolées, là vous allez avoir à la fois des émissions de chauffage importantes et des émissions d'utilisation de l'électricité très importantes, potentiellement. Après, vous avez une barre ici qui s'appelle miam miam. Alors, ce que vous constatez, c'est que sur ce graphique, il y a d'autres analyses qui donnent ça un peu en dessous des biens de consommation, mais c'est les 2 premiers postes qui ressortent. En gros, ce qui va arriver en premier dans l'empreinte carbone d'un Français, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui sont la contrepartie de ce que vous achetez, à la fois en biens courants et en biens durables. Là-dedans, vous avez aussi dans les achats, là vous avez aussi les machines à laver, les voitures, etc. Et pour manger. Donc l'alimentation et les achats, c'est en gros la moitié de l'empreinte carbone d'un Français. Donc à chaque fois que vous allez faire les soldes, crac, il y a le compteur à CO2 qui se met en route. À chaque fois que vous allez acheter une fringue, un canapé, dès que vous rentrez dans un supermarché et que vous en ressortez avec autre chose que ce qui se mange, il y a le compteur à CO2, une brosse à dents, une balayette à toilette, que ce que vous voulez, il y a le compteur à CO2 qui s'est mis en route. Parce qu'il a fallu fabriquer un de ces 100 000 produits, puisque c'est à peu près ça qu'on a maintenant dans les supermarchés. Et donc, comme je vous l'ai expliqué au premier cours, la chaîne s'est mise en route depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la dernière livraison dans le supermarché pour que ce produit ou ce service existe. Alors dans l'alimentation, à chaque fois dans l'alimentation et dans les achats, j'ai mis le premier constituant dans chacun des cas de figure. Alors le fret, il n'a pas été individuel, il a pas été affecté au produit parce qu'à l'époque où on a fait cette analyse, Carbone 4, on n'était pas capable d'imputer le fret par catégorie de marchandises. Alors vous me direz, on aurait pu faire un truc au doigt mouillé qui est, je répartis ça au prorata des valeurs, sauf qu'en fait le fret c'est au prorata des tonnages. Et les tonnages, c'est pas nécessairement les valeurs. Hein. Un camion qui transporte des ordinateurs, c'est pas la même valeur qu'un camion qui transporte des salades, enfin le contenu de la cargaison. Donc on a eu du mal, donc on n'a pas imputé. Par contre, ce que vous voyez ici,
c'est que la première barre de l'alimentation, c'est la viande, en particulier la viande rouge, et si je rajoute les produits lactés qui sont un autre dérivé du cheptel bovin, eh bien, la part des émissions qui vient en France de l'existence d'un cheptel bovin, c'est entre la moitié et les 2/3 de notre empreinte carbone. Donc, oui. Évidemment. En fait, c'est une analyse en cycle de vie. Donc, ce qu'on va compter dans les émissions de la viande, c'est les émissions agricoles qui ont servi à faire pousser les végétaux qui vont permettre de nourrir l'animal. Donc, vous avez le diesel du tracteur, vous avez la fabrication des engrais azotés qui vont être utilisés sur les cultures végétales, et cette fabrication est faite en craquant du gaz. Les engrais azotés, c'est la chimie de l'ammoniac, et la chimie de l'ammoniac, ça commence en produisant de l'hydrogène, en craquant du méthane. Je fais autant de CO2 qu'on veut. Je finis de répondre à la question, pardon, et après vous avez les émissions de N2O en provenance des champs. Vous allez avoir ça également, puisque s'il a fallu que ces émissions aient lieu pour avoir les végétaux. Puis vous avez les émissions du métabolisme de la vache. D'accord? Ah oui, vous avez tout ça mis bout à bout. Et en fait, c'est tout ça mis bout à bout qui vous fait l'empreinte carbone de la viande dans la barre que vous avez là. Et c'est pareil pour les fromages, donc vous récupérez. Après, c'est une affaire d'imputation. C'est-à-dire que le cheptel bovin, il vous produit de la viande, du lait et du fromage, c'est-à-dire du lait transformé. Et il y a une question de savoir comment on alloue ça. Alors, on peut en discuter pendant des heures. Est-ce qu'on alloue ça économiquement? Est-ce qu'on alloue ça massiquement? En sachant qu'une vache laitière, elle vous fait 10 tonnes de lait par an pendant quelques années, et à la fin, il vous reste 500 kilos de carcasse. Alors, est-ce que la viande est un déchet? À ce moment, ça vaut 0. Est-ce que la viande, c'est ce que vous payez cher? Donc, ça vaut pas du tout 0. Est-ce que vous... Enfin, voilà. Bon, donc, il y a tout un tas de... Voilà. Mais c'est ça le principe dans le diagramme que je vous montre. On compte tout ce qui a été nécessaire du début jusqu'à la fin. Ah, pardon, il y avait une question là, et après au fond. Si vous dites que l'alimentation qui est utilisée par les animaux est comptabilisée maintenant, elle n'est pas comptabilisée deux fois. Une fois lors de la production de ces végétaux, et une fois lors de la consommation de ces végétaux par les animaux. Attention, ne confondez pas deux choses. Là, ce que je compte, ce n'est pas des émissions de CO2, du carbone contenu dans les végétaux. C'est les émissions de gaz à effet de serre, hors carbone contenu dans les végétaux, qui sont nécessaires pour que les végétaux poussent. Donc, pour que les végétaux poussent, vous avez le tracteur qui passe, ça brûle du diesel, enfin du fioul. Ça, c'est pas le carbone des végétaux. Vous épandez des engrais dans les champs, c'est du N2O, c'est pas le carbone des végétaux. Et ça va pas, je vais pas le compter une deuxième fois, parce que la vache, quand elle rumine, c'est pas équivalent à passer un tracteur dans le champ. Et c'est pas non plus équivalent à épandre des engrais par terre. Donc, c'est toute la chaîne. D'accord ? Et il y avait une question au fond. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une affaire d'allocation. En gros, pour faire 1 kilo de fromage type comté excellent que je vous recommande, il faut 10 litres de lait. Donc le contenu carbone par kilo du comté, en gros, est 10 fois supérieur au contenu carbone par kilo du lait. Et ce que je vous ai montré, c'était rapporté à l'unité de masse. J'aurais pu prendre une autre échelle, j'aurais pu rapporter à la calorie, j'aurais pu rapporter à l'euro. Enfin voilà, il y a toujours une convention dans cette histoire. Là, je vous ai proposé par kilo. La calorie est probablement plus pertinent si vous voulez vraiment commencer à faire des comparaisons entre aliments. Pardon, juste pour finir la dernière fois, après le fait que vous ayez tant pour le lait et tant pour la viande, je le redis, à un moment c'est une convention. Si vous regardez les races laitières, vous les utilisez essentiellement pour produire du lait. Donc vous pouvez dire qu'en gros la carcasse de la vache en fin de vie, c'est un déchet. C'est-à-dire vous feriez du lait même si personne vous achetait la carcasse. Bon. Donc vous pouvez, dans une analyse de cycle de vie, quand vous avez un déchet que vous valorisez, vous comptez ça à 0. Si vous dites que ça a quand même un peu de valeur, vous pouvez compter ça au prorata de la masse, mais comme encore une fois, vous avez 30 tonnes de lait qui ont été produits par la vache sur sa durée de vie versus 500 kg de carcasse à l'arrivée. Vous voyez, ça ne vous fait pas beaucoup d'émissions qui sont affectées à la viande. Si vous si vous agrégez ensemble les vaches laitières en fin de vie et les races à viande qui ne sont faites que pour la viande, vous allez avoir une valeur moyenne pour votre contenu carbone par kilo de viande qui est beaucoup plus élevée. Ouais. Donc ça dépend vraiment de la manière dont vous faites votre calcul. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas discriminé. C'est-à-dire, je prends les émissions de l'ensemble du cheptel bovin. Et je dis, ça va dans la viande. Voilà. Oui. Est-ce que dans l'analyse du cycle de vie, entre l'émission équivalente CO2, par exemple pour la construction d'une centrale nucléaire,
Alors le nucléaire, on a un chapitre là-dessus, donc je vous en parlerai à ce moment-là. Là, je suis juste en train d'essayer de vous faire réfléchir sur les émissions et moi. Dit autrement, là-dedans, qu'est-ce qui est arbitrable par le consommateur? Enfin, on ne va pas en discuter longuement aujourd'hui, mais ça prépare cette réflexion. Qu'est-ce qui est arbitrable par le consommateur? C'est-à-dire, qu'est-ce qui relève de mon libre arbitre et je décide ou pas de faire ça? Qu'est-ce qui est déjà un peu plus compliqué parce que ça relève de la manière dont la société s'est organisée dans un contexte dans lequel on m'a modérément demandé mon avis. Hein. Donc, ce que vous voyez, pour finir, donc l'alimentation, c'est le premier poste. C'est important d'insister là-dessus parce que pendant très très longtemps et encore aujourd'hui, beaucoup, on présente souvent la question de la lutte contre le changement climatique comme un problème, d'abord hors climat, c'est-à-dire d'éoliennes et de panneaux solaires, et quand on rentre dans le climat, de transport. Quand même, on va beaucoup se focaliser sur les transports. Hein. Ce que je vous montre, c'est que les deux premiers postes, vus du consommateur final, ne sont pas là. Et donc ici, vous avez ce que vous achetez. Petit quiz, quelle était la hauteur de cette barre en 1990 ? Eh bien, en 1990, la barre faisait la hauteur de ça plus ça. Dit autrement, ce qui s'est passé entre 1990 et 2010, c'est que les émissions qui sont la contrepartie de ce qu'on achetait avant l'électronique, les chemises, les tables, les canapés, les lunettes, etc., est restée à peu près la même. Et on a rajouté à ça les émissions de fabrication de l'électronique. Et les émissions de fabrication de l'électronique, alors je n'ai pas prévu de slide là-dessus, mais je le mettrai peut-être dans le diaporama que je laisserai en testament. Retenez que les émissions de fabrication, aujourd'hui les émissions du système numérique mondial, c'est-à-dire la production annuelle des ordinateurs de toute nature, que ce soit les serveurs, les ordinateurs que je suis en train d'utiliser, vos smartphones, qui sont en fait des ordinateurs déjà beaucoup plus puissants que le premier ordinateur dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été fait dans les années 50, la l'ENIAC, et les éléments de réseau qui sont nécessaires pour que ça communique, et les data centers, et l'électricité qui est nécessaire tous les ans pour alimenter tout ça, donc à la fois la production annuelle de tous ces composants et l'électricité qui alimente tout ça tous les ans, eh bien l'ensemble des émissions qui sont la contrepartie de tout ça, chaque année, c'est déjà 4% des émissions planétaires, c'est-à-dire la même chose que la flotte mondiale de camions, et ça augmente de 10% tous les ans, quasiment. Donc si vous voulez un truc pas durable, le numérique, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait de plus emblématique dans le pas durable. Hein, l'idée qu'on a dématérialisé en mettant du numérique partout, malheureusement, c'est l'exact inverse qu'on est en train de faire. Voilà, donc ce compartiment-là, il n'existait pas il y a 20 ans, croyez-le ou pas, je suis né dans un monde dans lequel il n'y avait pas de smartphone. Ça a existé. Ça a existé. Il n'y avait pas d'ordinateur portable. Voilà. Il n'y avait même pas de téléphone portable. Il n'existait pas. Ici, vous avez la contrepartie des déplacements individuels. Donc là-dedans, les déplacements professionnels ne sont pas pris en compte. Donc si par exemple, vous avez un conférencier qui vient des États-Unis pour vous faire une conférence dans cette école en avion, parce que c'est peu probable qu'il le fasse en kayak de mer, eh bien, ça ne sera pas dans l'empreinte carbone de l'Américain en question, parce que c'est un déplacement professionnel. Donc là, vous n'avez que les déplacements personnels. Ce que vous voyez, c'est que l'essentiel, c'est la voiture, mais là, vous avez un gros paquet qui est essentiellement l'avion. Et l'avion, ça c'est pareil, en 1990, ce truc n'existait à peu près pas. Quand j'avais votre âge, pardon de faire le vieux schnock, mais je suis parti en stage aux États-Unis. Nous étions donc en 1986. Et ben, en 1986, partir en avion aux États-Unis, c'était passer la nuit à Orly pour prendre un charter dont vous ne saviez pas à quelle heure il allait vraiment partir, et puis c'était l'aventure de votre vie, quoi. Je veux dire, vous arriviez là-bas 10 heures à l'avance, etc. Vous faisiez ça une fois, vous avez l'impression d'avoir fait un exploit. Et c'était à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui, réservé au CSP++, etc. Donc l'avion est un truc qui a explosé sur les 15 dernières années. Et soit dit en passant, ces émissions-là ne sont pas dans les inventaires nationaux, parce que quand un avion d'Air France quitte un aéroport allemand pour aller aux États-Unis avec un passager indien, eh bien, personne ne veut des émissions.
Les Français disent « Ah ben non, ça a transporté un passager qui n'est pas de chez moi pour aller de l'Allemagne aux États-Unis, donc ça peut pas être à moi, même si c'est Air France, ça peut pas être à moi. » L'Allemagne va dire bah, « Ça peut pas être à moi puisqu'il allait aux États-Unis. » Les États-Unis disent « Ça peut pas être à moi parce qu'il transportait l'Indien. » Et l'Indien dit « Ça peut pas être à moi puisque je prenais un avion français. » Donc le résultat des courses, c'est que ces trucs-là ne sont à personne, ça n'est dans aucun inventaire national et ça se retrouve dans un truc qui s'appelle les soutes. Quand vous voyez dans les diagrammes d'émissions, là, un truc qui s'appelle soute, eh bien, en fait, c'est les émissions dont personne ne veut, parce que ça a pris place dans l'espace international. Alors, si c'est soute aérienne, c'est un avion français transportant un Indien de Allemagne à Grande-Bretagne. Et si c'est soute maritime, eh ben c'est pareil, c'est un cargo, enfin ou un porte-conteneur de Maersk, compagnie danoise, qui est parti de Anvers pour rallier Shanghai en transportant des trucs faits en Corée. Voilà, c'est pareil. À ce moment, tout le monde dit les émissions, c'est pas à moi. Oui. C'est pas cher, c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois. En fait, rapporté en minutes de temps de travail, le prix du billet d'avion a été divisé par 10. Donc voilà, pourquoi vous emmerdez la vie quand EasyJet vous offre un truc à Bratislava pour 40 €? Ben, vous le faites. Voilà. Oui. Le train est infini, est imperceptible. Le train en France, c'est en gros 2% en ordre de grandeur de l'énergie utilisée par les transports aériens et routiers, et en plus, c'est décarboné. Donc c'est pas visible là, c'est l'épaisseur du trait. C'est moins de l'épaisseur du trait. Alors les chiffres en France, le transport aérien domestique, parce que en fait il faut comparer des trucs comparables. Le transport aérien domestique, c'est quelques millions de passagers par an. Paris-Toulouse, c'est 2,5. Après, mettons 5. 5 sur 1000 km en ordre de grandeur. Donc 5 millions fois 1000, ça vous fait 5 milliards de passagers kilomètres. Le train, c'est beaucoup plus important, c'est de l'ordre de 70. Donc ce que vous voyez, donc la barre en 1990, elle était haute comme ça. Et ça s'est rajouté. Et enfin, ici, vous avez les services publics. Alors, pourquoi est-ce que vous avez des émissions dans les services publics? Très mauvaise nouvelle pour vous. À chaque fois que vous rentrez dans cet amphi, vous émettez des gaz à effet de serre. Parce qu'il faut l'hiver chauffer l'amphi, alors pas en cette saison. Parce qu'il a fallu construire cette école, il y a longtemps, cela étant, maintenant il y a prescription. Parce qu'il faut que je vienne ici, et tous les autres profs comme moi, etc. Donc, l'éducation nationale occasionne des émissions. L'éducation nationale emploie quasiment 1 million de personnes, enfin non, pas quasiment 1 million de personnes, de l'ordre de 1 million de personnes. Elle chauffe énormément de bâtiments, enfin il y a énormément de bâtiments d'éducation, enfin des lycées, des écoles, etc. qui sont chauffés. Donc c'est des émissions. Deuxième gros poste d'émission, la santé. La santé occasionne probablement de l'ordre de 5% de l'empreinte carbone du pays. Parce qu'il faut chauffer les hôpitaux, fabriquer les médicaments, fabriquer les scanners, fabriquer les consommables, fabriquer les appareils qui servent à savoir si vous avez chopé une maladie honteuse ou pas, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui vont concourir à l'empreinte carbone de l'hôpital. Et enfin, le dernier grand poste dans les services publics auquel vous n'allez sûrement pas penser, c'est... Ah, c'est bien, l'armée. Donc pour ceux d'entre vous qui ont vu Top Gun, vous vous rappelez que l'armée, c'est des gros objets qui consomment beaucoup de kérosène ou de carburant. La consommation de pétrole de l'armée américaine, c'est entre le tiers et la moitié de la consommation de pétrole de la France. D'accord ? Donc en France, nous avons une plus petite armée. Ça représente quand même quelques... Et voilà, donc ça, c'est quelque chose qui vous appartient à vous tous, dans votre empreinte carbone, puisque vous êtes tous, entre guillemets, bénéficiaires du fait qu'on ait un système de soins, un système d'enseignement ou une armée. Voilà, donc ça c'était la partie changement climatique sur qu'est-ce que c'est que le climat, que sont les émissions, et la prochaine fois on verra ce que ça fait au système climatique et ce qu'en sont les conséquences. Voilà, bonne soirée.